C'est vrai. Ça parle beaucoup de vous, de vos C'est émotions, vrai. de ce qui vous touche. Par exemple, la condition des femmes, quand vous parlez des femmes, c'est pas un hasard si ça se passe à Oman. On sent qu'il y a une énorme implication. Oui, parce que j'aime ce qui est romanesque et que, évidemment, le romanesque pour moi est lié à la femme et que je suis attentif à l'itinéraire, au voyage de la femme, puisque les femmes m'ont permis de vivre. Quand je suis arrivé à Paris, pour parler de Paris en 70, je crevais de faim. Je suis arrivé avec 100 francs en poche. J'arrivais de Mâcon, où je travaillais à la caisse d'épargne, mais je voulais prendre des cours de théâtre et les femmes m'ont sorti la tête de l'eau, m'ont montré, m'ont éduqué. J'ai eu des amours dans des classes sociales qui n'étaient pas la mienne et qui m'ont permis d'observer et de regarder la femme. Et je voulais un bouquin romanesque, je voulais une histoire romanesque, une histoire d'amour mais avec du danger et avec une mutation. Le doute fait partie de sa personnalité à Emma. Qui vous êtes, on le lit dès les premiers repages. On voit à ma femme et mes enfants, tout est dit. Et la phrase après, c'est notre plus grande aventure est bien celle de notre vie. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de gens autour de moi, quand je parle, quand je fais des discussions, qui pensent que l'aventure va arriver avec quelqu'un, avec une rencontre, ou l'aventure va arriver par hasard, si je rate un train. Non, c'est pas vrai. La plus grande aventure, c'est celle de notre vie. Même si elle se passe dans une rue, ayez confiance. Votre vie va être votre aventure et vous allez être très heureux ou très heureuse de ça. Vous offrez aussi une possibilité d'affronter la vie. Quand elle nous a laissé des blessures assassines, Emma, elle était au volant d'une voiture à un moment donné, au début du roman. Elle va se sentir toute sa vie responsable de la disparition de sa mère, qui se trouvait aussi dans l'habitacle. Emma aussi entre la vie et la mort, en permanence. Pour elle, il n'y a pas de deuil, pas de véritable absence. Et pour vous, Jean Reno? Pendant longtemps, j'ai senti la présence de ma mère. Mais est-ce que c'était elle ou est-ce que c'était moi? Je sais pas, je sais pas. Après, elle s'est éloignée. Et en même temps, il faut laisser les esprits aller où ils doivent aller. Mais bien sûr que tout ce qui vous a touché reste. En tout cas, cet ouvrage, c'est ça. C'est l'héritage qu'on garde en nous, de nos ancêtres, de ce qu'on nous a transmis, les erreurs qu'on peut faire, Oui. ce qu'on fait d'une erreur, comment on la transforme ou pas, comment on décide de changer une route ou d'emprunter un autre chemin. J'ai une conversation avec moi-même là-dessus et avec ma femme. J'ai cette chance. Là, au bout d'un troisième mariage, de trouver quelqu'un avec qui on peut parler justement des erreurs et de dire, elle me dit, mais tu es têtu. Elle me dit, t'es con. Est-ce que tu comprends que t'es con? J'ai dit, arrête, tu m'énerves. Ça, c'est ma phrase. Et hop, je fais un petit tour. Et dans ce petit tour, je me dis, mais elle a raison. Que ça signifie tout ça, c'est que vous êtes un amoureux avec un grand A. Oui, j'aime aimer. Sinon, on est cuit, quoi. Si on n'est que la nuit, c'est pas possible. En tout cas, si vous avez aimé le livre, moi, ça me suffit. Ça me touche énormément. Je vous sens très ému d'ailleurs, Oui. et d'évoquer ce Oui. premier roman. J'espère que les lecteurs, les lectrices vont me permettre de continuer. Merci beaucoup, Jean Reno, d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Ça s'appelle Emma. On a déjà dans l'œil et dans la tête une adaptation. C'est prévu? Non, pour C'est le déjà moment, traduit en 13 elle vit, langues. elle vit sa vie, qui est une aventure extraordinaire. Merci beaucoup. Merci à vous. France Info Météo avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par OPS Greg Naps. Sébastien Léas. Les averses se dissipent généralement durant la soirée, hormis près des frontières allemandes qui gardent des conditions agitées et orageuses jusqu'à demain. Ces pluies quasi stationnaires vont d'ailleurs apporter des cumuls importants sur la Moselle et le Bas-Rhin qui ont été placés en vigilance orange. De nouvelles averses aborderont aussi la façade atlantique. Le risque d'averses et d'orages va progressivement s'étendre jusqu'à la Basse-Normandie, à la Touraine, à l'Auvergne et à Midi-Pyrénées l'après-midi. Prudence notamment dans le sud-ouest où de la grêle sera possible. Entre la Haute-Normandie, les Hauts-de-France, le bassin parisien, le sud-Alsace et les régions méditerranéennes, la journée de demain se passera le plus souvent sous le soleil et les éclaircies, même si quelques averses pourront se développer sur le relief. Les températures gagneront quelques degrés, les maximales affichant 17 à 22 degrés en général, avec 20 à 24 degrés autour de la Méditerranée. Il est 17h sur France Info. Je vous laisse en compagnie de Nicolas Teillard pour le 17-20. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Solène, bonne soirée à vous et bienvenue sur France Info si vous nous rejoignez 17h. France Info, 17h, 20h. Nicolas Teillard.
Les forces de l'ordre sur place, on l'a dit, vont recevoir des renforts. C'est ce qu'a annoncé Gabriel Attal. 1 millier d'effectifs précisément de sécurité intérieure supplémentaires, Gaëlle Joly. Gabriel Attal a appelé à rétablir l'ordre dans les plus brefs. La publication d'une circulaire pénale dans les prochaines heures pour garantir les sanctions plus lourdes contre les émeutiers et les pillards. C'est une des possibilités offertes par l'état d'urgence, ainsi que la mise en place d'un pont aérien pour l'approvisionnement notamment. Les dégâts des émeutes sont estimés à plus de 200 millions d'euros et plus de 200 personnes ont été interpellées depuis lundi. Gabriel Attal qui présidera une nouvelle cellule interministérielle de crise sur la situation en Nouvelle-Calédonie demain matin 8h. Elle se tiendra à Beauvau au ministère de l'Intérieur. Un recueillement est prévu en mairie d'Incarville dans une petite heure. La commune de l'Eure ont été abattus 2 agents pénitentiaires et blessés 3 autres. Il se déroulera en présence des ministres de l'Intérieur et des Armées, Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu. Leurs collègues partout en France sont mobilisés et les agents bloquent les prisons en attendant le mot d'ordre de l'intersyndicale sur la suite du mouvement. Le commando qui a attaqué le fourgon dans lequel se trouvait le détenu Mohamed Amra est toujours en fuite. Le détenu lui fait l'objet d'un avis de recherche internationale. L'enquête se poursuit. Un téléphone a été retrouvé dans sa cellule à la prison d'Évreux la veille de son évasion. Et à propos d'évasion, le roi de la Belle est en garde à vue. Antonio Ferrara est inquiété pour recel de vol. Il n'aurait pas restitué une voiture de location et a été interpellé lors d'un contrôle routier aléatoire dans le Val-de-Marne ce matin. L'ancien braqueur, libéré en 2022 après avoir purgé sa peine, il s'est évadé à 2 reprises de prison, d'où ce surnom de roi de la Belle. On en vient à présent à cette situation pointée par l'agence de sécurité du médicament qui sévit de nouveau contre une société prétendant fabriquer un patch miraculeux. Un patch capable de prévenir et guérir d'Alzheimer, de Parkinson, du sida ou encore du cancer. Interdiction pour cette société désormais de faire de la publicité et d'exploiter ce patch prétendument miraculeux. Elle était allée jusqu'à lancer des cagnottes en ligne et cette société, Solène Lehen, n'en était pas à son premier délit. Derrière la société Sodéval qui compte commercialiser ce patch, il y a le très contesté professeur Fourtillan. Souvenez-vous, il y a 5 ans, c'est lui qui avait réuni plus de 300 volontaires dans une abbaye du Poitou de nuit et testait sans aucune autorisation chez ces malades d'Alzheimer et Parkinson un patch supposément miracle. Cette fois-ci, l'agence de sécurité du médicament a repéré, explique Alexandre de la Volpillière, son directeur général adjoint, que cette même société Sodéval avait lancé des cagnottes en ligne pour récolter de l'argent nécessaire à la fabrication de son patch. Un patch qui ne fait l'objet d'aucune autorisation de l'ANSM. Un patch dont d'ailleurs on ne sait pas s'il existe vraiment et qui, selon la société, préviendrait et guérirait d'Alzheimer, Parkinson, mais aussi désormais, je cite, du sida, de la sclérose en plaques et du cancer. Il est important de mettre en garde les patients, toute la population aussi, vis-à-vis de produits qui seraient présentés comme des remèdes miracles alors qu'ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils annoncent. Et résultat, une interdiction de la publicité et de l'exploitation des patchs de la société Sodéval. Les cagnottes lancées par l'entreprise ne sont déjà plus en ligne. Solène Lehen, spécialiste santé de France Info. À Paris, les pompiers réclament une prime JO, comme les policiers et les gendarmes. Ils manifestent bruyamment, sirènes, pétards et cornes de brume entre la place de la République et la Bastille. Des préavis de grève courent partout en France chez les pompiers pour réclamer, outre cette prime à Paris, davantage d'embauches et un suivi médical adapté. Le collectif des infirmiers libéraux en colère appelle lui à des rassemblements ce soir à 20h dans plusieurs villes de France. Oui, 20h, c'est une heure symbolique, heure à laquelle, lors du confinement, les personnels de santé, on s'en souvient, étaient applaudis. Les infirmiers mobilisés réclament une revalorisation de leurs actes et la possibilité de pouvoir partir en retraite à taux plein à 60 ou 62 ans. Ce sont des considérations politiques qui ont motivé le tireur, estime le ministre de l'Intérieur slovaque. Hier, le Premier ministre slovaque a été la cible de plusieurs tirs. Il est hospitalisé dans un état grave. Cette attaque intervient dans un pays miné par les tensions politiques. Valentin Dunat, vous êtes à Bratislava. Les ministres de l'Intérieur et de la Défense se sont exprimés pendant 1 heure et vous avez assisté à cette conférence de presse.
Oui, ces deux hommes ont d'abord expliqué que le Premier ministre est capable de parler, mais que son état reste très critique, avant de donner plus d'informations sur le profil du suspect. Un homme de 71 ans, présenté comme un loup solitaire qui n'appartient à aucun parti et qui, selon le ministre de la Défense, s'est radicalisé ces 8 dernières années à cause des médias. C'est, selon ces termes, un cas d'école. C'est peut-être un cas d'encyclopédie, justement, d'évolution d'un pacifiste qui devient un radical, d'un radical qui devient un assassin, qui, après les 8 ans d'informations qu'on ne peut pas appeler des informations de paix. Les médias présentent mal ce gouvernement, son action, et c'est pourquoi cet homme a voulu tenter de tuer le Premier ministre. Ces accusations violentes, sans ambiguïté, contrastent avec le climat apaisé que souhaite le gouvernement et son ministre de l'Intérieur. S'il vous plaît, tous, je vous le demande à tous, il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. Je dis ça pour l'opposition, pour les médias, pour les citoyens. C'est d'ailleurs pourquoi le président élu de Slovaquie appelle ce soir à suspendre la campagne des élections européennes. Vous l'aurez compris ici, la tension politique doit à tout prix retomber. Et sur le plan judiciaire, un homme qui a tiré sur le Premier ministre a été mis en examen pour tentative de meurtre. Une aide-soignante de Thionville, Meurthe-et-Moselle, avoue être responsable de la mort d'une femme octogénaire. Elle reconnaît aussi lui avoir volé ses bijoux. Le procureur de la République de Metz a fait le point dans l'après-midi. Le corps de la victime avait été retrouvé dimanche dans sa maison de retraite à Thionville. Il est aussi question de Parcoursup ce soir avec un site pour s'entraîner. Il faut patienter jusqu'au 30 mai pour les résultats de la phase d'admission principale. Les formations sont en train d'examiner les candidatures des élèves. Alors pour les préparer à cette nouvelle phase, le gouvernement a lancé un site d'entraînement. Entraînement.parcoursup.fr. Qu'est-ce qu'on y trouve, Camille Revel ? Et on commence par réviser, vous trouvez une liste des règles d'or de la plateforme, des vidéos explicatives, des quiz. Ensuite, place au concret, vous êtes dans la peau d'un candidat qui vient de recevoir ses réponses. Sur Parcoursup, c'est exactement la même interface que le vrai. Par exemple, je suis devenue Marion, qui a reçu 3 propositions d'admission en licence lettres à Caen, en histoire de l'art à Nantes et en BTS tourisme à Toulouse, à 7 vœux en attente et 2 refusés. Je vois les conséquences de chacun de mes choix. J'accepte, je refuse, je conserve des vœux en attente, j'oublie de répondre. Ainsi de suite jusqu'au 12 juillet, la fin de la phase principale, le dernier jour pour accepter définitivement une proposition. On peut s'entraîner à l'infini parce que l'idée, c'est de montrer aux élèves, en classe ou à la maison, comment se passent les différentes étapes, les subtilités de Parcoursup, bref, de limiter le stress quand les choses sérieuses vont commencer le 30 mai. Alors on donne l'adresse entraînement.parcoursup.fr. Qui jouera cet été aux côtés de Wemby. Eh bien, Vincent Collet va le dire d'ici quelques minutes. Le sélectionneur de basket attendu vers 17h15 en conférence de presse. Victor Wembanyama évidemment, Rudy Gobert, Nicolas Batum aussi seront là pour les JO. Les autres noms, on va attendre dans quelques minutes. Didier Deschamps, lui, est attendu à 20h, journal de TF1 pour sa liste de l'Euro 2024. Il peut aller jusqu'à 26 joueurs. Un mot de cyclisme, Nicolas. Le Français Julien Alaphilippe remporte en solitaire la 12e étape du Tour d'Italie, le Giro. C'est la première victoire pour l'ancien double champion du monde depuis près d'1 an. Alaphilippe désormais vainqueur sur les 3 grands tours, ça pourrait lui donner des idées pour les JO. Ça sera aussi cet été du côté de Montmartre pour le cyclisme sur route. Il y a ceux qui sont contents dès le matin. Ce soir, c'est le spectacle des enfants. Il y a ceux qui veulent rester jusqu'au bout de la nuit. Et il y a ceux qui en profitent. Enfin seul. Et pour tout cela, il y a les clubs enfants Bellambra qui accueillent les enfants de 4 mois à 17 ans. Bellambra Club, au plus vrai des vacances. En ce moment, jusqu'à moins 20% sur bellambra.fr. Grand frais. Oui, bonjour, c'est l'artificier. Dites pour votre feu d'artifice là, je peux pas, j'ai grand frais. Franchement, leurs produits en mettent plein les yeux et surtout plein les papilles. Grand frais, ce sont des dizaines de promotions chaque jour sur vos produits du quotidien pour un juste rapport qualité-prix. Régalez-vous, faites vos courses. Grand frais, le meilleur marché. On sait que certains pensent qu'un téléphone dernier cri, c'est pas donné. Et que le reconditionné, On sait pas toujours sur quoi on tombe. Mais chez Orange, les téléphones reconditionnés sont testés et vendus avec une garantie commerciale de 24 mois. En plus, du 16 au 22 mai, c'est la semaine du reconditionné. L'occasion idéale pour découvrir notre sélection à prix réduit. Alors là, d'accord. Orange est là. Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine du 16 au 22 mai 2024, réservée aux particuliers. Conditions en boutique et sur orange.fr. France Info. 17h, 20h. Nicolas Teillard.
rappelé l'essentiel, Mathilde Imberti, le fil info. 17h55, dans moins d'une heure, ce sera l'heure du recueillement à Incarville dans l'Eure, dans la commune où 2 agents pénitentiaires ont été abattus mardi. Les ministres de l'Intérieur et des Armées sont attendus sur place. Passé de 1700 à 2700 membres des forces de l'ordre en Nouvelle-Calédonie, Gabriel Attal annonce des renforts. L'état d'urgence est en place, l'armée est déployée pour sécuriser les ports et l'aéroport, alors que la question des pénuries alimentaires se fait de plus en plus pressante. Les pompiers sont dans la rue à Paris, ils réclament la même prime JO que les policiers et les gendarmes, également des embauches et une meilleure prise en compte de leur santé. Ils sont notamment inquiets de l'impact des PFAS, ces polluants éternels présents dans les équipements anti-feu. Le ton monte en Slovaquie, le Premier ministre visé par des tirs hier est toujours hospitalisé. Le ministre de la Défense accuse les médias d'être à l'origine de la radicalisation du tireur, un tireur mis en examen pour tentative de meurtre. Didier Deschamps dévoile sa sélection pour l'Euro 2024 de foot ce soir. La compétition démarre le 14 juin en Allemagne. C'est une liste élargie à 26 joueurs maximum. Le sélectionneur français est attendu au JT de TF1 à 20h. France Info. Peu de signes d'apaisement en Nouvelle-Calédonie où la situation reste extrêmement chaotique dans l'agglomération de Nouméa, situation éprouvante notamment dans les hôpitaux où François Jourdel travaille comme chirurgien anesthésiste. Il a raconté pour France Info, Vanessa Descoureaux, sa dernière garde, elle a duré plus de 48 heures. Je passe le premier barrage relativement bien en expliquant que je suis médecin, je vous mets des mots. Je passe le deuxième, c'est un peu plus tendu. Il y a des pierres qui tombent pas très loin de la moto, mais ça passe. Donc et je passe plusieurs barrages, je discute avec des gens affinés, alcoolisés, jusqu'à ce que j'arrive à un endroit où on me dit voilà, on va te prendre ta moto, tu restes là. Je pars et là, je me prends un parpaing sur la cuisse. J'arrive au bout d'un certain temps à l'hôpital, mais en me disant mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle quand même. J'ai l'impression d'avoir pris tous les risques. Et puis commence la garde avec tous les blessés accumulés de la veille. Puis après, les gens qui arrivent, des blessés par balle. Donc, quand je suis arrivé, ils étaient en train d'opérer un qui avait pris une balle dans la tête. On en retrouve un qui s'est pris une balle dans la tête, on l'opère, on essaye de lui sauver la vie, et on meurt sur table juste après. Et puis on n'arrête pas de la journée, l'équipe est exténuée. Beaucoup d'admiration pour le personnel médical, paramédical, aides-soignants, infirmières qui ne sont pas relevés quand ils sont sur le pied du lundi. Vous êtes toujours à l'hôpital au moment où nous discutons, vous avez repris la route. Je n'ai pas voulu faire le chemin en sens inverse, d'ailleurs c'est très très déconseillé. Plusieurs solutions se sont proposées à nous. À un moment on a pensé à faire des sorties hélico, mais c'est trop dangereux aussi, paraît-il. Donc on a quitté l'hôpital par bateau, quoi. C'est un peu surréaliste, hein. On a l'impression d'être exfiltré comme dans les films. Avec les difficultés que vous décrivez pour rejoindre l'hôpital, est-ce qu'on peut considérer que des patients qui ont besoin de soins réguliers, récurrents, sont en péril? Très clairement. Les patients ils ont essayé de passer, on leur a dit l'hôpital et tout, mais pas des patients qu'on a l'habitude. Ça va, Emmet? Ça va bien. Ça va? Oui, ça va bien. Toi, tu es très gentil, d'accord? D'accord, je suis voilà. très gentil. Toi, tu es très gentil, toi. C'est ça que je t'aime beaucoup, parce que tu es gentil. L'hôpital de Nouméa pour endiguer la crise, le gouvernement annonce le déploiement de nouveaux renforts, la mise en place d'un pont aérien pour l'approvisionnement des mesures qui ont été annoncées à l'issue d'un nouveau conseil de défense par Gabriel Attal, le Premier ministre Audrey Tizon, qui a adopté un ton très grave, celui La situation reste très tendue avec des pillages, des émeutes, des agressions insupportables et inqualifiables. Voilà les mots utilisés par le Premier ministre à l'issue d'un point avec le haut commissaire sur place. Et Gabriel Attal confirme donc l'envoi de nouveaux renforts, un peu plus donc que les 500 policiers et gendarmes qui avaient déjà été annoncés. Au total, ce sont donc 1000 effectifs supplémentaires qui sont en train d'être déployés sur place, en plus des 1700 effectifs déjà en Nouvelle-Calédonie. C'est un niveau de mobilisation qui est inédit et qui illustre la détermination du gouvernement, du président de la République à rétablir l'ordre dans les plus brefs délais. L'exécutif souhaite la plus grande fermeté. Alors une circulaire pénale est prise par le garde des Sceaux pour garantir des sanctions plus lourdes envers les délinquants. C'est une des possibilités ouvertes par l'état d'urgence. Autre annonce, la mise en place d'un pont aérien pour l'approvisionnement du territoire, notamment en aliments. Et sur le volet économique, Bruno Le Maire doit échanger avec les principaux acteurs dont l'outil de travail est en partie détruit. Il sera question d'accompagnement et de reconstruction. Audrey, pas de commentaire en revanche de Gabriel Attal sur l'information politique du jour, l'annulation
commettent des violences sur l'archipel. Antoine Deyana, d'un point de vue légal, est-ce qu'il est possible d'interdire TikTok sur une zone précise comme ça? Oui, parce que la Nouvelle-Calédonie, vous l'avez dit, est passée depuis hier en état d'urgence par décret du Premier ministre Gabriel Attal. C'est via ce régime que le blocage de l'application est rendu possible, une première en France. Dans le détail, plusieurs avocats sur les réseaux sociaux expliquent que ce blocage s'appuie sur un texte de loi qui permet au gouvernement d'interrompre un service de communication en ligne s'il provoque ou encourage à commettre, je cite, des actes de terrorisme ou qui en fait l'apologie. Pour le cas de la Nouvelle-Calédonie, il s'agit plutôt d'éviter les messages appelant aux émeutes, mais aussi pour faire face aux ingérences à la désinformation venant de pays étrangers qui chercheraient à attiser les tensions. Et techniquement, comment ça marche ce blocage? D'abord, Matignon a indiqué que l'application est bloquée uniquement sur les téléphones portables. C'est l'Office des postes et des télécommunications de Nouvelle-Calédonie via Mobilis, seul et unique opérateur mobile sur place, qui intervient pour bloquer les accès. D'ailleurs, ça aurait été bien plus difficile, voire impossible en métropole, du fait de la multiplicité des opérateurs et des réglementations européennes auxquelles la Nouvelle-Calédonie n'est pas soumise. La méthode précise du blocage n'a pas été rendue publique, mais le procédé consiste simplement à couper le lien entre l'utilisateur et les serveurs du réseau social, notamment en bloquant les adresses IP rattachées à TikTok. Est-ce que ça veut dire avec cette mesure qu'il n'y aura plus sur TikTok de vidéos de personnes qui sont en Nouvelle-Calédonie? Eh bien non, car cette mesure est contournable. Il suffit de passer par un VPN, un réseau virtuel privé, qui permet d'avoir une IP d'emprunt et ainsi être géolocalisé ailleurs pour ne pas être touché par les blocages en vigueur. Les utilisateurs de l'application peuvent aussi modifier leurs paramètres de connexion. Antoine Deyana pour ce décryptage. AXA, premier assureur des pros. Salut Paul, tu vas bien? Oui, ça va et toi, Julia? C'était sympa de te croiser à la fête des lecteurs. Ah oui, le spectacle des petits était top. Bah écoute, comme je te disais samedi, en ce moment, j'arrête pas. Je suis en plein aménagement de mon nouvel atelier et en plus, j'installe de nouvelles machines. Justement, je t'appelle parce que j'y ai repensé et j'ai trouvé la solution pour protéger ton atelier et aussi ton installation. Chez AXA, si nos conseillers sont si proches de leurs clients pros, c'est parce qu'ils les accompagnent en moyenne plus de 10 ans. AXA, étude Pépite CSA 2022. Peu importe que vous votiez depuis des années. Ou pour la toute première fois. Chaque élection ouvre une nouvelle page. C'est ça toute la beauté de la démocratie en Europe. Élections européennes, 9 juin. Utilisez votre voix. Ou d'autres décideront pour vous. Bolt. Bolt. France Info. 17h, 20h. Nicolas Teillard. On parlait de la Nouvelle-Calédonie, on va continuer dans un monde d'avance. Olivier Poujade, vous nous emmenez ce soir assez loin. Oui, à près de 9000 km de Nouméa, le regard intéressé de Pékin sur la révolte calédonienne. Et en parlant de Pékin, on s'intéressera aussi dans les prochaines minutes à la visite en Chine du président russe Vladimir Poutine. 17h20, on remonte d'abord le fil info avec Mathilde Imbert. L'intersyndicale pénitentiaire appelle à maintenir les blocages de prison demain. Les propositions du ministère de la Justice n'ont pas suffi. Des agents mobilisés 48 heures après la mort de 2 de leurs collègues lors de l'attaque d'un fourgon pénitentiaire dans l'Eure. Plus de forces de l'ordre en Nouvelle-Calédonie, des effectifs supplémentaires de policiers et gendarmes sont envoyés sur l'île. Gabriel Attal l'a annoncé cet après-midi. La situation est encore très tendue, déclare le Premier ministre, malgré l'état d'urgence. Au bilan, 5 morts, dont 2 gendarmes. Plus de 200 personnes ont été interpellées. En Slovaquie, l'homme qui a grièvement blessé par balle le Premier ministre est mis en examen pour tentative de meurtre. L'attaque était motivée par des considérations politiques, selon le ministre de l'Intérieur. Le président slovaque appelle lui à suspendre la campagne des Européennes dans un pays miné par des tensions politiques. À Paris, les pompiers réclament une prime JO, comme les policiers et les gendarmes. Des préavis de grève courent partout en France pour réclamer, outre cette prime, à Paris davantage d'embauches et un suivi médical adapté. Le coureur français Julien Alaphilippe remporte la 12e étape du Giro, le Tour d'Italie. Première victoire pour l'ancien double champion du monde depuis près d'1 an. France Info. Et dans un monde d'avance ce soir, Olivier Poujade, étape dans l'un des pays qui observe de très près la flambée de violence qui n'épargne aucune île de la Nouvelle-Calédonie. Ce pays, c'est la Chine. Depuis plusieurs années, Olivier, Pékin porte un regard très attentif au combat politique entre loyalistes et indépendantistes.
Oui, car la Nouvelle-Calédonie est une pièce maîtresse dans le projet d'influence du gouvernement chinois dans cette zone Indo-Pacifique. Une cible de choix d'une part parce que Pékin s'intéresse évidemment, comme tout le monde, aux ressources en nickel que renferme l'archipel, entre 20 et 30% des réserves mondiales. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. La deuxième raison, elle est peut-être encore plus capitale pour Pékin. Dans sa bataille navale avec Washington, la Chine cherche à pousser son influence le plus loin possible dans le Pacifique pour échapper à l'encerclement des États-Unis et de leurs alliés, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et bien sûr tout en bas l'Australie. Donc en prenant la place de la France en Nouvelle-Calédonie, Pékin se retrouverait à moins de 2000 km des côtes australiennes, un avantage stratégique évident. Prendre la place de la France en Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce qu'on entend par là ? Bien, le gouvernement chinois est convaincu qu'en appuyant les indépendantistes calédoniens, qu'en aidant l'archipel à se libérer de ses attaches coloniales, il parviendrait à obtenir bien sûr des contreparties. Pékin a donc choisi son camp et depuis un certain temps a déployé l'un de ses outils d'influence les plus efficaces, l'infiltration du pouvoir, en créant notamment l'association d'amitié sino-calédonienne présidée par une ancienne directrice de cabinet du leader indépendantiste kanak, Roch Wamitan. La Chine a manœuvré finement, méthodiquement. L'ambassadeur de Chine en France a même passé une semaine à faire l'inventaire des besoins de l'archipel auprès des élus calédoniens. Tout cela, bien sûr, au moment le plus opportun, dès 2017, juste avant l'organisation des 3 référendums d'autodétermination de 2018, 2020 et 2021. Efforts chinois qui n'ont pas totalement payé pour autant, puisque les Calédoniens ont voté non lors de ces référendums. Oui, c'est vrai, mais les soupçons et la crainte d'une ingérence chinoise étaient telles en 2018 que le gouvernement français a clairement pris position pour l'autre camp, le camp loyaliste, et n'a donc pas respecté son devoir d'impartialité imposé par les accords de Nouméa. Donc derrière l'affrontement politique entre loyalistes et indépendantistes, vous avez 2 stratégies qui s'opposent, et face à la manipulation douce et insidieuse de Pékin, Paris a clairement perdu son sang-froid et tente depuis 2018 d'imposer sa méthode en réformant le corps électoral des prochains scrutins en Nouvelle-Calédonie. C'est la conviction des indépendantistes calédoniens. Leur réponse est violente et Pékin, à 9000 km de Nouméa, patiente en silence. Olivier Poujade, c'était un monde d'avance. La Chine qui reçoit la visite du président russe Vladimir Poutine. Rencontre au sommet avec le président Xi Jinping. Sébastien Berriot est à Pékin pour France Info. Cette visite, Sébastien, a permis à Moscou et Pékin d'afficher une position commune sur l'Ukraine. Alors oui, on sait que les Occidentaux, Emmanuel Macron en tête, demandent régulièrement à Xi Jinping d'user de son influence sur Vladimir Poutine sur la question de la guerre en Ukraine. Mais sans surprise, les Occidentaux, de ce point de vue-là, ont été déçus une nouvelle fois lors de cette visite au cours de laquelle Chine et Russie ont affiché une ligne commune sur l'Ukraine. C'est comme ça qu'on peut le présenter. Moscou et Pékin, a expliqué tout à l'heure Xi Jinping, plaident pour une solution politique, manière de présenter de façon implicite le président russe comme un partisan de la paix. Dans le communiqué commun qui a été publié en début d'après-midi, Chine et Russie disent ensemble vouloir éviter une escalade en Ukraine et laissent entendre qu'avec une mentalité de guerre froide, eh bien les Occidentaux ont une responsabilité dans la poursuite des hostilités. Première journée de visite, donc tout bénéfice pour le maître du Kremlin qui a eu droit à un accueil en grande pompe, place Tiananmen, avec passage en revue des troupes militaires. Et puis également au cœur de cette visite, Sébastien, les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie. Alors oui, la Chine assume son rejet des sanctions internationales qui visent la Russie. Les 2 pays connaissent depuis le début de la guerre en Ukraine une très forte augmentation de leurs échanges, ce qui permet clairement d'aider l'économie russe. Le niveau de ces échanges a atteint l'an passé un record à 240 milliards de dollars. Vladimir Poutine souhaite renforcer ces liens. Il devait rencontrer cet après-midi le Premier ministre chinois Li Qiang, qui est plutôt en charge de l'économie au sein du pouvoir chinois. Et le sujet sera également à l'ordre du jour demain, vendredi, puisque le président russe doit participer à un forum sur les investissements à Harbin, dans le Grand Nord chinois. Sébastien
Sébastien Berriot, correspondant permanent de France Info à Pékin pour ses précisions. France Info Météo avec Oniris, alarme et télésurveillance. Avec Oniris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service télé par OBS et Greg Sébastien Léas, attention à cette vigilance orange qui touche le nord-est. La Moselle et le Bas-Rhin ont été placés en vigilance orange pour forte pluie, puisque les averses vont se multiplier ce soir et cette nuit, tournant parfois à l'orage, mais apportant surtout des cumuls localement abondants. Ce temps perturbé va d'ailleurs persister sur le nord de la Lorraine et de l'Alsace jusqu'à demain après-midi, mais les pluies seront quand même moins soutenues après la mi-journée. Ailleurs, une accalmie va se mettre en place cette nuit. Alors sur la région de l'Ouest, cette accalmie ne sera que temporaire, puisque de nouvelles averses localement orageuses se développeront à partir de la fin de la mi-journée. Le long de côte de l'Atlantique, les averses apparaîtront d'ailleurs dès le début de matinée. Le risque d'averses s'étendra l'après-midi de la Bretagne à la Basse-Normandie jusqu'au Massif central et aux Pyrénées, avec parfois des risques de grêle dans les plaines du sud-ouest. Et puis plus à l'est, la journée sera quand même plutôt lumineuse et ensoleillée, que ce soit en Corse ou entre le pourtour méditerranéen, le Lyonnais, la Franche-Comté, le Haut-Rhin, le Centre-Val de Loire, le Bassin parisien, la Haute-Normandie et les Hauts-de-France. Et petite hausse des températures. Mais au profit d'un ensoleillement un peu plus important, les maximales progresseront d'1 ou 2 degrés presque partout. L'après-midi, il fera 18 degrés à Brest, Nantes, Limoges, Bordeaux et à Tarbes, 19 degrés pour Caen, Metz et Colmar. On dépassera la barre des 20 degrés du côté de Montpellier, de Toulouse, de Dijon ou encore d'Orléans, 21 degrés à Lille, Paris, Lyon et à Nice, 22 degrés à Marseille. Et puis comme depuis 2-3 jours, il fera encore 23 degrés du côté de Bastia. Sébastien Léas pour les prévisions Météo France. Très bonne fin de journée à l'écoute de France Info, il est 17h30. Benjamin Recouvreur pour l'info. L'émotion et le recueillement dans une demi-heure à Incarville dans l'Eure. Un rassemblement se tient en hommage aux 2 agents de la pénitentiaire tués il y a 2 jours dans l'attaque de leur fourgon sur un péage de ce village. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et celui des Armées Sébastien Lecornu seront présents sur place. L'intersyndicale pénitentiaire appelle à maintenir les blocages de prison à nouveau pour la journée de demain. Une nouvelle cellule interministérielle de crise se tiendra demain matin sur la situation en Nouvelle-Calédonie. L'archipel qui vit sa 4e nuit de tension. Aujourd'hui, 3 policiers ont été blessés par des tirs en pleine intervention, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé cet après-midi l'envoi d'1 millier de policiers et gendarmes en renfort via le renforcement d'un pont aérien. Des troupes supplémentaires au sol vont entrer à Rafah dans le sud de la bande de Gaza. C'est ce qu'annonce le ministre israélien de la Défense aujourd'hui. Les opérations vont s'intensifier selon lui dans cette ville la plus au sud de l'enclave palestinienne, là où des centaines de milliers de réfugiés palestiniens sont réunis. L'Allemagne réclame cet après-midi une plus grande protection des civils. Volodymyr Zelensky est à Kharkiv, aujourd'hui dans le nord-est de l'Ukraine. La situation est extrêmement difficile, reconnaît le président ukrainien, alors que l'armée russe gagne du terrain dans son offensive menée depuis plusieurs jours. L'Ukraine qui accuse par ailleurs l'armée russe de détention arbitraire et d'exécution de civils dans la ville de Vovchansk, autre cible de cette offensive dans la région. Avec leurs sirènes et en colère, quelques milliers de sapeurs-pompiers ont manifesté aujourd'hui à Paris, alors qu'un appel à la grève était lancé pour la journée dans tout le pays. Ils réclament notamment une prime pour les Jeux Olympiques cet été, à l'image des policiers et des gendarmes, mais aussi plus d'embauches. Enfin, il renoue avec la victoire près d'1 an après son dernier succès sur le critérium du Dauphiné. Julien Alaphilippe a remporté cet après-midi la 12e étape du Giro de Tour d'Italie à Fano. Il a terminé en solitaire après une longue échappée. Les 9 derniers kilomètres, il était tout seul. Benjamin Recouvreur pour l'info. Bonsoir Isabelle Raymond. Bonsoir. Qui sera votre invité éco ce soir? Alors je reçois le patron d'une start-up française de haute technologie qui est spécialisée dans l'informatique quantique. Il nous dira de quoi il s'agit précisément. C'est un homonyme, Georges-Olivier Raymond, le patron de Pascal, et mon invité à 17h50. De Raymond pour le prix d'un à 17h50. Ce sera dans 20 minutes. Une nuit un peu plus calme en Nouvelle-Calédonie, mais un archipel toujours paralysé avec le couvre-feu instauré depuis hier soir 20h heure de Paris, avec ces barrages encore nombreux, et une nouvelle problématique fait son apparition pour les habitants. La faim, les grandes surfaces sont en grande majorité fermées. À Nouméa, il n'y a pas d'approvisionnement. Et puis, de nombreux commerces ont été pillés ou incendiés ces derniers jours. La pénurie alimentaire commence donc à se faire sentir chez les habitants. Et Boris Loumagne, vous avez pu joindre des habitants sur place avec cette situation de pénurie, avec aussi un point plus large sur la situation désormais.
Oui, commençons par décrire ce qui se passe actuellement en Nouvelle-Calédonie. Alors c'est actuellement la nuit sur le Caillou, mais l'inquiétude règne toujours auprès des habitants que nous avons pu contacter. Une infirmière d'un EHPAD par exemple que j'avais tout à l'heure au téléphone, elle est obligée de dormir au sein de la maison de retraite par peur de prendre sa voiture de nuit. La crainte, me dit-elle, à la fois des émeutiers et des milices citoyennes armées. Une habitante de la commune du Mont-d'Or, non loin de Nouméa, qui me décrit quant à elle son quartier barricadé, des barrages un peu partout et le silence qui règne dans les rues. Alors on sait que la nuit dernière a été plus calme, vous l'avez dit, que les précédentes, mais le Premier ministre l'a assuré tout à l'heure. Pillages, émeutes, incendies et agressions se poursuivent sur place, essentiellement dans l'agglomération de Nouméa. Alors le gouvernement veut frapper fort. Une circulaire pénale sera publiée par le garde des Sceaux pour garantir des sanctions les plus lourdes contre les émeutiers et les pillards. Et puis, vous le disiez, 3 policiers blessés par balle aujourd'hui. Leurs jours ne sont pas en danger. Un gendarme tué par un tir accidentel, on l'a appris ce matin. Enfin, l'armée s'est également déployée pour sécuriser les ports et les aéroports. On parlait de commerce fermé, on parlait de barrages, on parlait de pillage. La sécurisation de tous ces lieux stratégiques, elle est capitale pour les habitants. Oui, parce que la pénurie alimentaire menace l'agglomération de Nouméa et que les denrées envoyées par les autorités françaises doivent transiter par les ports et l'aéroport. Un bateau est déjà arrivé au port de Nouméa il y a quelques heures. À son bord, une cinquantaine de conteneurs de produits alimentaires. Un deuxième navire doit accoster avec là encore de la nourriture et des médicaments. Ce sera un soulagement pour les habitants qui pour le moment vident les placards comme me le racontait une mère de famille. Quelques magasins ouvrent encore leurs portes 1 ou 2 heures par jour, mais les étals étant quasiment vides, il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde. Par ailleurs, l'approvisionnement en médicaments devient de plus en plus compliqué. La plupart des pharmacies à Nouméa sont fermées. Des patients tentent de renouveler leur ordonnance à l'hôpital qui n'arrivent pas à suivre. Situation critique également pour les personnes dialysées. Un important centre de dialyse a été vandalisé et il manque du matériel pour effectuer ces soins. Enfin, les réserves de sang en Nouvelle-Calédonie viennent d'atteindre un niveau critique. Boris Loumagne pour ses précisions, scène de pillage, de violence, et le ministre de l'Intérieur qui pointe la responsabilité de la CCAT, la cellule de coordination des actions de terrain, une organisation qui regroupe les principales formations indépendantistes de Nouvelle-Calédonie. Des voyous, selon le haut-commissaire de la République, quand Gérald Darmanin parle, lui, d'organisations mafieuses dont plusieurs des membres ont d'ailleurs été assignés à résidence. C'est quoi cette cellule de coordination, Sandrine et toi, Andeg? Alors, la CCAT réunit des représentants politiques, des syndicalistes, des militants indépendantistes. Elle a été mise en place à la fin de l'année dernière. Son objectif principal, informer la population, la mobiliser contre la réforme du corps électoral. Et ces derniers mois, elle a organisé des manifestations au fur et à mesure qu'on se rapprochait du vote. Elle a revendiqué par exemple 50 000 personnes dans les rues en avril, sans peur. Et puis elle a eu cette initiative à 10 jours du vote à l'Assemblée, baptisée 10 jours Kanaki, soit 10 jours de contestation. Et c'est là que ça a dégénéré. Barrage, blocage, dégradation, avant le chaos que l'on connaît. Ronan Dali est le président du syndicat des commerçants de Nouvelle-Calédonie. Il ne mâche pas ses mots à son égard. Ce sont des terroristes, c'est une émanation en fait des partis politiques indépendantistes. Ils en ont vraisemblablement perdu le contrôle. Ils sont des milliers aujourd'hui et les appels au calme, c'est par les indépendantistes, n'y font rien. Cela fait des mois qu'ils les chauffent, ils montent cette ambiance à l'approche du vote du dégel électoral. Et de toute manière, la plupart des anarchistes qui la composent ne savent même pas en gros pourquoi ils font ça. Ils veulent tout simplement détruire. Pour le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, la CCAT n'a plus lieu d'être. Et Sandrine, vous avez pu joindre un membre de cette CCAT qui répond point par point. Oui, Daniel Goa, président de l'Union calédonienne, un des partis indépendantistes. La CCAT est une organisation politique de résistance, selon lui, présente sur tout l'archipel, pas des terroristes ni des mafieux, comme l'affirme l'État. Pour s'imposer, il va décrédibiliser les organisations. Le CCAT est une organisation politique malgré tout, même s'il n'a aucune existence légale. C'est un outil mis en place par le gouvernement. Dans chacune des communes, il y a une cellule CCAT. Alors ça veut dire que le Boukana, c'est tous des voyous, alors je condamne les violents. Bien sûr, ça ne fait pas des gens de la CCAT. Ce sont des jeunes qui sont issus des squats, qui sont issus des
cas des ports et qui reflète la société telle qu'elle est injuste ici aujourd'hui. Et Daniel Bois le répète, état d'urgence ou pas, le mouvement de contestation continue avec ce qu'il appelle la phase 3 de la mobilisation. Niveau 3, c'est la résistance. En gros, ça veut dire qu'il va y avoir des rapports de force avec les gardiens de l'ordre. On n'a pas reçu satisfaction de notre revendication. Le combat continue. Les Kanaks sont prêts à tout pour avoir leur indépendance. Le dialogue avec Paris est rompu. D'ailleurs, la visioconférence prévue ce matin avec les élus et Emmanuel Macron a été annulée. Témoignage recueilli avec vous, Sandrine Etoa-Andeg. Parlons nucléaire, alors que le chargement du combustible s'est achevé hier après-midi dans le nouvel EPR de Flamanville. L'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, a rendu ce midi son rapport annuel à l'Assemblée nationale. Le gendarme de la sécurité nucléaire qui se montre rassurant, Marion Ferrer. La situation a été moins tendue en 2023 qu'en 2022, reconnaît l'autorité de sûreté nucléaire, avec un niveau de sûreté que son président juge satisfaisant. L'année dernière, 88 incidents de niveau 1 et 2 ont été relevés. À titre de comparaison, il y en a eu 115 en 2019 et seulement 2 événements significatifs ont été recensés l'année dernière. Le premier concerne la contamination au visage d'un agent à la centrale de Cattenom. Le second, une importante fissure a été détectée sur une soudure dans l'un des réacteurs de Penly. Le gendarme du nucléaire souligne que les contrôles vont évidemment se poursuivre. Plusieurs éléments de tuyauterie dans les centrales vont également continuer à être remplacés, car l'enjeu est là, précise l'ASN. Il faut encore renforcer la robustesse du parc nucléaire, puisque EDF et l'État envisagent désormais de prolonger l'exploitation de certains réacteurs au-delà de 60 ans. Et dans ce contexte de relance du nucléaire, l'ASN précise par ailleurs, Marion, qu'il faut rester vigilant sur les nouveaux petits réacteurs. Ce sont les réacteurs dits modulaires. On en est seulement au stade de projet, mais ils suscitent l'engouement des industriels pour décarboner leur production. Ces petits réacteurs doivent être directement implantés près des usines et ils sont soutenus par le gouvernement dans le cadre du projet France 2030. Selon Bernard Dorozuc, président de l'ASN, leur petite taille et leur faible charge en combustible présentent peu de risques pour la sûreté, mais selon le gendarme du nucléaire, il est essentiel de structurer la filière. De nombreuses technologies de réacteurs innovants sont des technologies différentes des réacteurs que nous connaissons aujourd'hui. Ce sont des réacteurs à neutrons rapides, par exemple. Et il faut donc avoir mis en place des filières d'approvisionnement de combustible et de traitement des combustibles spécifiques pour ces réacteurs. Et les porteurs de projets sont des petits porteurs de projets. Donc il faudrait qu'ils puissent se rassembler pour traiter les sujets de manière collective. Pour l'instant, 12 projets de petits réacteurs nucléaires sont connus, mais pour réussir à décarboner toute l'industrie française et solidifier la filière, l'ASN estime qu'il en faudrait au moins 1000. Les premières mises en service ne devraient pas avoir lieu avant 2030. Explication avec Marion Ferrer. France Info, 17h, 20h, Nicolas Teillard. Matteo Maestracci et Thierry Fiori nous attendent au pied du Palais des Festivals. Nous serons à Cannes dans une minute. Il est 17h40. Bonne fin de journée. L'essentiel avec vous, Benjamin Recouvreur. Gabriel Attal sera demain dans le Pas-de-Calais pour s'assurer de la mise en œuvre des dispositifs de soutien aux sinistrés des inondations de ces derniers mois. Le Premier ministre qui a annoncé cet après-midi l'envoi de renforts de forces de l'ordre en Nouvelle-Calédonie, où la situation reste très tendue pour la 4e nuit consécutive. Une nouvelle cellule interministérielle aura lieu demain matin. Le Premier ministre slovaque Robert Fico, capable de parler après avoir été gravement blessé par balle hier, mais son état reste critique. Selon le président du pays, le principal suspect a été mis en examen pour tentative de meurtre. Cette décision déshonore l'institution judiciaire, dénonce l'avocat de la famille d'Adama Traoré. La cour d'appel de Paris a confirmé aujourd'hui le non-lieu pour les 3 gendarmes qui avaient interpellé Adama Traoré en 2016. Il était mort 2 heures après. La famille annonce se pourvoir en cassation. Il a succombé à un coup de couteau à la gorge. Un adolescent de 17 ans est mort la nuit dernière lors d'une rixe sur un parking de la foire de Poitiers. Selon les informations de France Bleu Poitou, le principal suspect a été interpellé et placé en garde à vue. La justice suspend l'arrêté
anti-mendicité qu'avait pris la ville d'Amiens pour les mois de mai jusqu'à août. Le tribunal administratif évoque des atteintes à la liberté d'aller et de venir notamment. Plusieurs associations avaient manifesté contre cet arrêté dans la ville. Et puis attention aux fortes pluies dans l'Est. Ce soir, le Bas-Rhin et la Moselle placés en vigilance orange pour des risques de pluie inondation. France Info. Cannes 2024. C'est quoi le bonheur? Être à Cannes, sous le soleil, en plein festival, et surtout avoir vu le film que tout le monde attend, Deux hommes heureux. Au bout du micro, Matteo Maestracci, Thierry Fioril. Bonsoir à tous. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Vous avez vu Megalopolis, film de Francis Ford Coppola en compétition. Mais embarco oblige, c'est là votre privilège, vous n'avez pas le droit de dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez quand même planter un peu le décor? Oui, imaginez une grande ville américaine qui ressemble terriblement à New York dans un futur proche. La corruption, la faillite, le désastre écologique obligent les décideurs à faire des choix. Un architecte auréolé d'un prix Nobel pour avoir inventé un matériau révolutionnaire propose de bâtir une nouvelle cité, Mégalopolis. Comme nous sommes dans une version contemporaine d'une tragédie romaine, intrigue, trahison, passion amoureuse, irrigue ce film opératique de 2h18. Et si on ne peut pas dire ce qu'on en a pensé, sachez qu'une des qualités du film est son casting. Alors on le connaissait déjà, beaucoup d'acteurs très élégants, avec de très belles voix aussi, comme Adam Driver, Laurence Fishburne, Giancarlo Esposito qui est le Gus Frings de Breaking Bad, Dustin Hoffman et Shia LaBeouf, et chez les dames, la jeune britannique Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, et puis la propre sœur de Francis Ford Coppola, Talia Shire, vue dans Rocky et Le Parrain, entre autres. Vous avez aussi vu Bird, film de la britannique Andrea Arnold. On est loin de l'univers imaginé par Coppola, on est là les deux pieds en pleine misère. Dans le comté du Kent, au sud-est de Londres, on suit Bailey, ado de 12 ans, entourée de losers, d'ados paumés et délinquants, aux parents démissionnaires ou eux-mêmes voyous. Elle rencontre un homme étrange qui dit s'appeler Bird, qui ne connaît Vous avez acheté un livre de blagues. On va partir à la quinzaine. On va aller à la quinzaine des cinéastes. Maintenant, l'ouverture était hier soir pour cette section particulièrement riche cette année avec un film qui a suscité une forte émotion. Oui, avec le film de Sophie Filière, Ma vie, ma gueule, film posthume, puisque la très aimée réalisatrice française est morte en juillet 2023. Le film a été monté et présenté hier soir par ses enfants, Agathe et Adam Bonitzer. Beaucoup de larmes hier soir au Théâtre Croisette et énormément de rire aussi, puisque le film est loufoque, très drôle, avec en alter ego de la cinéaste une Agnès Jaoui géniale au super tempo comique. Ça c'est pour la quinzaine des cinéastes. Passons à la semaine de la critique. Thierry, vous avez vu Locust, un film du Taïwanais Kef. Oui, un premier film très maîtrisé qui mêle le genre gangster et la géopolitique. On est en 2019. Les Taïwanais suivent d'un œil inquiet la répression chinoise qui s'abat sur Hong Kong, parti rétrocédé en 1997 à la Chine. Zhang Han, un jeune homme muet, travaille en famille dans un petit restaurant cantine de rue, mais la nuit, il fait le coup de poing avec une bande de voyous. Personnage aussi mythique que charismatique, il incarne l'étouffement que ressentent les Taïwanais de plus en plus menacés par la Chine, quitte à agir sans le vouloir contre les intérêts de ses proches. Kef filme admirablement les enjeux de ce île sans manichéisme. Hier le Tibet, aujourd'hui Hong Kong, demain Taïwan. Pour autant, on ne voit pas la Chine comme un ennemi. Notre sang et notre histoire viennent du même endroit. On est liés de façon inextricable. Mais pour beaucoup d'entre nous, surtout les jeunes qui sont nés à Taïwan, nous sommes taïwanais. Nous avons nos rêves, nos désirs, nos espoirs comme n'importe qui dans le monde.
Corruption, violence, mais aussi histoire d'amour, l'immersion dans Taïwan, mais cache charnel, surtout les scènes de boîte de nuit. Le jeune acteur Liu Wei-Chen est tout simplement formidable. Et pour rester dans les citations, il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte. Matteo Maestracchi, Thierry Fioril, vous étiez avec Florent Layani. Et on se retrouve évidemment chaque soir à 17h40 pour un point sur le Festival de Cannes. Tiens, puisqu'on parlait cinéma, une archive de plus de 20 ans. On est en 2001, un film d'Étienne Châtillier qui avait marqué les esprits, ça s'appelait Tanguy. C'est rien, dit Jane. Un caillou dans une chaussure, un poil de cul coincé entre les dents. Débarrasse, poil de cul. Enfin, soit-il, le cheveu aussi a une ombre. Et tu fais chier, tu perverti noir. Un film très populaire à l'époque sur ces trentenaires qui avaient tant de mal à quitter le cocon familial. La face souriante d'une médaille qui en comporte aussi un revers de plus en plus sévère, la difficulté, Philippine Thibaudeau, pour des étudiants, pour des jeunes travailleurs, d'avoir les moyens d'être indépendants. Ils sont de plus en plus nombreux en France. C'est ce qui ressort d'une étude publiée aujourd'hui par la Fondation Abbé Pierre. Plus 250 000 jeunes entre 2013 et 2020, ce qui fait en tout presque 5 millions de Tanguy en France, selon la Fondation. Alors elle englobe sous l'appellation Tanguy une large palette de jeunes adultes entre 18 et 35 ans. Les plus nombreux sont les plus jeunes, les enfants du baby-boom, ceux nés en l'an 2000. Ils arrivent progressivement à l'âge adulte entre 18 et 24 ans. Aujourd'hui, vous le disiez, beaucoup d'étudiants, de jeunes en formation ou en stage. C'est un prénom masculin, Tanguy. Est-ce que ce sont les hommes, les jeunes garçons qui sont les plus nombreux à rester à la maison? La réponse est oui. La France compte presque 3 millions d'hommes hébergés chez leurs parents contre seulement 2 millions de femmes. Cet écart se creuse avec les années. De 1, parce que les femmes se mettent en couple plus tôt et quittent donc le domicile familial plus tôt. De 2, parce qu'elles sont plus nombreuses à faire de longues études et donc à déménager de chez leurs parents. Les principaux problèmes pour la Fondation Abbé Pierre, la crise du logement. Oui, plus d'1 million de jeunes salariés sur la tranche d'âge 25-34 ans continuent à vivre chez leurs parents, comme dans le film de Châtilliez. Et ça, c'est le signe qu'aujourd'hui, les logements sont de moins en moins accessibles, trop chers, trop rares, face à des salaires trop bas. La Fondation Abbé Pierre pointe du doigt les reculs sociaux de ces dernières années, les coupes budgétaires, par exemple, dans les aides au logement de la CAF. Et elle prévient, le nombre de Tanguy pourrait encore augmenter si la situation du logement en France ne s'améliore pas. Décryptage avec vous, Philippine Thibaudeau. Vouloir un enfant et avoir des jumeaux, oui, ça arrive. Découvrir qu'ils veulent faire la même école de commerce, oui, ça arrive. Au fait, papa, notre école, elle est au Canada. Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie, AG2R La Mondiale vous accompagne pour définir l'épargne la plus adaptée à vos besoins futurs. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital. La solidarité, ça vaut aussi pour mon argent. C'est pour ça que je suis au Crédit Coopératif. Parce qu'en 40 ans, c'est 80 millions d'euros de dons qui ont été collectés pour des associations avec les produits bancaires solidaires. Et oui, mes valeurs et mon argent vont bien ensemble. Et vous? Crédit Coopératif, une autre banque est possible. Plus d'informations sur www.crédit-coopératif.coop. France Info, 17h, 20h, Nicolas Teillard. Isabelle Raymond et son invité écho dans une minute pour parler progrès en informatique quantique. Ça paraît obscur, vous verrez, c'est passionnant. On passe par le fil info d'abord avec vous, Benjamin Recouvreur. L'intersyndicale pénitentiaire appelle à maintenir les blocages demain dans les prisons. Mouvement suivi aujourd'hui partout en France. Après l'attaque d'un fourgon il y a 2 jours et la mort de 2 agents pénitentiaires dans l'Eure. Un rassemblement d'hommage a lieu dans 10 minutes à Incarville, le village où s'est déroulé le drame, en présence notamment du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. 3 policiers blessés par des tirs en pleine intervention aujourd'hui à Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Ils s'ajoutent aux 63 gendarmes déjà blessés en 3 jours d'émeute sur l'archipel. Des renforts de forces de l'ordre vont être envoyés sur place, a annoncé le Premier ministre Gabriel Attal cet après-midi. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas accuse aujourd'hui le Hamas d'avoir donné des prétextes à Israël pour attaquer la bande de Gaza. Déclaration lors du sommet de la Ligue arabe au Bahreïn. Le Bahreïn qui appelle de son côté à une conférence internationale pour la paix au Proche-Orient. Le trafic SNCF sera fortement perturbé mardi en Île-de-France en raison d'une grève des cheminots, prévient la compagnie. Mobilisation pour mettre la pression sur la direction au sujet des primes versées pendant les Jeux Olympiques. Le groupe allemand Bosch va fermer une usine en Haute-Savoie
Haute-Savoie, 153 salariés sont concernés. Le leader mondial des équipementiers automobiles évoque des évolutions du marché de la voiture et notamment une baisse de la demande. Enfin, on connaîtra les sélectionnés pour l'Euro de foot ce soir à 20h. Didier Deschamps au JT de TF1 pour une liste élargie à 26 joueurs cette année. France Info. L'invité éco, Isabelle Raymond. Bonsoir à toutes et à tous. C'est l'une des entreprises tricolores de haute technologie les plus prometteuses, nous dit-on. Pascal, dont je reçois ce soir le président et cofondateur, Georges-Olivier Raymond. Bonsoir. Bonsoir Isabelle. Pascal est spécialisé dans l'informatique quantique. Pouvez-vous nous dire, avec des mots simples, pourquoi ça vous fait préciser? Avec plaisir. Donc l'informatique quantique, comme son nom l'indique, c'est de l'informatique, donc on va faire du calcul. Et du calcul dit de haute performance, c'est-à-dire que si vous cherchez à le faire avec votre ordinateur de tous les jours, il faudra en mettre plusieurs côte à côte pour atteindre le niveau de performance nécessaire. Et donc ça veut dire qu'il faut des gros ordinateurs? Alors aujourd'hui oui, mais l'ordinateur quantique c'est une révolution. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir ça comme une innovation, c'est pas de l'amélioration continue, c'est complètement différent. Il y aura un avant et un après. Il y a des choses qui sont impossibles aujourd'hui, qui deviendront possibles grâce au calcul quantique. Et pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse aujourd'hui particulièrement? Il y a deux raisons principales. C'est que la première, on a toujours besoin de plus de puissance de calcul. Aujourd'hui, si vous regardez tout ce qui se fait en intelligence artificielle, c'est du logiciel. Donc il y a besoin d'ordinateurs pour faire fonctionner le logiciel. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est que la solution aujourd'hui qu'on a trouvée pour rendre les ordinateurs plus performants, c'est des plus en plus. On est de plus en plus vous attendez, même? Et ça finit par devenir un Eh ben, bonne soirée. À demain. Au revoir, Gabriel. À demain. Ça va? Ça va, mon amour? Ça va bien. T'as passé une bonne journée? J'ai passé une bonne journée. Oh, je sais pas, mais pas vacances que t'as. Est-ce que c'est clair? C'est clair. C'est comme ça que tu peux comparer tout le temps, ça prend pour l'instant, tu veux faire les bisous. Ouais, voisin! Tous les câlins et tous les bisous. Maman. Pourquoi tu tires la tête? Pourquoi tu fais sa tête? Maman. Au revoir, au revoir. Maman. Ça Maman. va? Maman. C'est quoi tu veux tes trucs? Maman. Oui, oui. Tu Allez, peux au me revoir. faire tous les câlins et Ouais. me faire tous les bisous. Ok, ça a été très... Je vais acheter des badges la semaine prochaine. Si vous en voulez un, vous me dites. Ça coûte. Hein? Ça coûte. Ça va bon? Je sais pas. 1 €? D'accord. Ouais. Je vais en faire demain ou lundi. J'en ai un, un deuxième, oui. Ouais. Non, ça va. Comment ça a été tes vacances? Ouais. Pour une fois? Ouais. Écoute, t'es arrivé, j'ai dit, oh là là, il y a la tornade qui arrive. J'ai les Blablabla. clés. J'ai dit, oh. J'en avais marre, j'étais fatigué en plus. T'es arrivé après de travailler le lundi, là? Moi, je n'ai pas été là, moi j'étais trop fatigué. J'ai un petit peu après. Mais t'es réveillé quand même. Ouais, je me suis réveillé, mais j'ai pas été. J'ai eu mal au ventre. Ah. Ouais, je me dis, ça c'est pas bien ça. T'es arrivé la veille, il faut partir. Ok, tu vas où là? Non, je suis pas sûr, je vais garder sa maison maintenant. Ah oui, d'accord, vas-y. Tu vas chez ta sœur? Ouais. Elle est là? Hein? Elle est là? Non, je vais chez ma soeur qui part en voyage. Je vais garder ses chiens. Non, Et pour combien de temps? 10 jours. Elle exagère elle aussi. Bah ouais. Ouais. Allez, gardez ces chiens. J'ai- Ça veut dire dormir là-bas. J'ai les clés pour rentrer. On y va. Ah. Ça va. Non, mais je vais passer là que j'ai fait quelque chose. Mais elle ne garde pas. Ouais, il n'y a rien du tout. Déjà, je parle tout. Je fais tout seul. J'y vais parce que j'ai gardé, mais après, je garde. Ouais, parce que j'y avais dit. Mais tu peux pas aller. Faites attention. Mais elle n'a pas des trucs de côté programmés. Ben, ma cousine, il a ça, elle. Voir ses chats. Ah oui, ça va. 10 heures, donc je peux pas non plus aller là-bas. 10 jours. Pas bon courage, hein. Bon courage.
pas grave, ça va passer. Tous les câlins, À bientôt alors. Oh, moi, j'entends plus la chaise. Salut. Oui. Alors, attends, je vais passer. Tu m'as dit quoi, mon petit chameau? tous les câlins, tous les bisous. Ça a été vraiment. C'était vraiment. Tu n'avais pas la tête qui tournait ou... Je n'avais pas la tête qui tourne. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et vas-y, mangez quoi ce soir? Là, Viens voir, là, tu as mangé 4 fromages? je mange les 4 fromages. T'as pas mangé 4 fromages. Tu veux les manger? Moi, j'ai 4 fromages. Oui, toi, il est ici. Oui. Vas-y, dis. Vous, il y a une troisième dans le frigo. Je veux les gnocchis. Hein? Je veux les gnocchis. Je sais pas. Je veux les gnocchis. C'est le avec quoi? Les gnocchis, c'est avec du jambon. Il n'y a pas des gnocchis avec du jambon. Il y a des gnocchis avec une omelette. Les gnocchis avec une omelette. Ok? Ok. Attends, vous dites pas. Pourquoi j'ai fait ça? Je n'ai pas mal à la langue. Hein? Je n'ai pas mal à la langue. Pourquoi t'es fait? Je n'ai pas mal à la langue. C'est quoi? Ça, Quand t'as fait? Quand tu t'es fait mal? Quand? là-bas, Quand? là-bas. Quand tu t'as fait mal? Quel jour? C'est mercredi. Hier? C'est mercredi. Mercredi quoi? C'est le mercredi. Quel hier? C'est mercredi. Vas-y, vas-y. Maman. Maman. Je peux me... Je peux me faire tous les câlins et tous les bisous. Les mains, par contre, repose un peu, d'accord? D'accord. D'accord, maman.
Transforme. Si vous prenez comment transformer l'eau gérale. Une poubelle.
Eh ben, Oui, maman. tu vas bien au petit chat, t'as trouvé le petit chat, tu veux pas prendre une petite douche? À quelle heure je vais prendre la douche? Bah, est-ce que t'as envie de prendre une petite douche? Oui, là, regarde, je sais pas ce que t'en penses, toi. C'est pas la peine. Fais voir si elles sont bons, mon chéri. C'est ça. Ah oui, eh ben, j'ai failli tomber. Bon, ça va, tu sens bon, c'est pas la peine. Attends, je vais juste te ramener un petit chat. En fait, à chaque fois, on dit, on va venir, on dit pas ça, on dit pas ça. Éteins toutes. Yalla, vas-y, occupe-toi de tes filles, toi aussi. Allez, au revoir. Salut. Mais bon? Oui, maman. Tiens le petit chat, tiens. Tiens le petit chaton. Ça va, bébé? Ça va bien. Yalla. Tranquille. Tranquille. Vas-y, vas-y, t'attrape pas froid. Vas-y. Ouais. Tu aimerais bien prendre une douche ou pas? Non, je ne prends pas la douche. D'accord. Ok, avec le petit chat tout à l'heure. Bois un peu d'eau déjà. Vas-y. Hé, t'as tout bu ou pas? J'ai tout, j'ai tout. Ah non, je veux pas que tu reviens avec ça. T'as compris? Allez, viens boire. Je ne veux pas que tu reviennes. Bah oui. Ça, Bah, il faut boire. Et bismillah. Bismillah. Ah, ça c'était le t-shirt là qui est petit là. Attends, je vais voir si je peux retrouver un truc. Attends, je vais te donner le t-shirt le plus petit. Il est avec celui-là. Tu viens changer de culotte, tu mets la culotte de nuit. C'est qui? Eh non, je m'en fiche de ça. Attends, oui? Va t'asseoir là, viens. Tiens. Enlève le t-shirt là, va dans ta chambre, tu vas attraper froid, on va pas s'en sortir. Hein. Parce que celui-là, j'ai l'impression qu'il est petit, il est dans la city, hein, si tu veux. Vas-y, mon petit. Tu peux donner un city, ça? Oh, de ton city? C'est un carton, c'est là. Demain, il va faire que de... Demain, il va faire quelle température? Ah, l'après-midi. Et n'oubliez pas le...
Maman. Ah oui, ça c'est 6h du matin, 11h. Pas 11h, midi, 18h. 22h. Avec le problème. C'est là parce qu'il y a quelqu'un qui va m'appeler, mon Dieu. Pas la casquette de main. Faut pas sortir sans la casquette. C'est clair, oui? C'est clair. Demain, si tu veux, tu préfères mettre celui-là demain? Je préfère mettre celui-là à la pause de main.
par part. Oui, maman. Oui, maman. C'est bon, c'est bon. Je ferme ma chambre. Je ferme ma chambre.
Oui, maman.
19h, Ayman, c'est fini. Laisse la porte ouverte. Reste assis, t'as pas à venir. Je voudrais faire. Non, je parle au téléphone là, j'attends quelqu'un.